Bonjour. Bonsoir. Quelles sont les causes de non-reconnaissance, de la non-reconnaissance par l'Union européenne du référendum en Crimée? D'abord, je ne suis pas certain que je sois la meilleure personne pour vous répondre, puisque notre parti milite en France pour justement que la France sorte de l'Union européenne. La construction européenne est née à partir du début des années 1950 dans le cadre de la guerre froide et sur l'influence des États-Unis d'Amérique. On raconte parfois que la construction européenne aurait été voulue par la France et par l'Allemagne dans le cadre d'un rapprochement franco-allemand. Mais ça, c'est une vision de l'histoire qui n'est pas la bonne. La réalité des choses, c'est que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont voulu forcer les pays de l'Ouest européen à se regrouper politiquement. Et si l'on peut dire l'Union européenne est la face civile d'une même médaille dont la face militaire s'appelle l'OTAN. C'est tellement vrai que, par exemple, l'article 42 du traité de l'Union européenne prévoit de placer la politique étrangère de l'Union européenne et la politique militaire sous la tutelle de l'OTAN. Donc pour répondre à votre question, les mesures de sanctions qui ont été prises par l'Union européenne contre la Crimée, en fait, correspondent à la volonté des États-Unis d'Amérique. Les intérêts géopolitiques de la France ne sont pas les mêmes, et nous, en tant que République française, normalement, nous n'aurions pas intérêt à participer à ces sanctions. Donc maintenant, la question est de savoir pourquoi les États-Unis d'Amérique veulent-ils prendre des sanctions contre la Crimée et contre la Russie. Je crois que tout le monde l'a compris. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, eh bien tous les pays, et le pacte de Varsovie s'est désintégré, tous les pays de l'Est européen, les Américains l'ont fait entrer dans l'OTAN. Les États-Unis d'Amérique voudraient maintenant faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN, puisque je vous ai dit que c'était les deux faces de la même médaille. Et bien entendu, dans cette réflexion, la Crimée, avec le port de Sébastopol, sont des atouts géopolitiques et militaires de toute première importance que les Américains sont mécontents de voir soustraits à leur influence potentielle. La France, comme l'un des trois leaders de l'Union européenne, c'est un pays indépendant. Pourquoi elle cède à cette pression, comme le monde actuel est construit d'une façon tout à fait différente par rapport aux années 50 du siècle précédent? D'où la logique que les sanctions sont complètement, ne sont pas tout à fait intéressantes pour les pays européens si on compare avec les États-Unis. Ça ne correspond pas aux intérêts des États européens et à la France, bien sûr. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je ne suis pas d'accord quand vous dites que la France est un pays indépendant. La France était un pays indépendant, par exemple, dans les années 60 avec Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, par exemple, avait reconnu diplomatiquement la République populaire de Chine de Mao Tse-tung, alors qu'à l'époque, les Américains interdisaient à tous les pays occidentaux de reconnaître la Chine. En 1966, Charles de Gaulle était venu en URSS pour lancer la politique de détente. Il avait rencontré Brejnev, Kosygin et Podgorny, et pour créer la grande commission mixte franco-soviétique. Mais maintenant, à cause des traités européens dont je parlais tout à l'heure, la France et les pays d'Europe sont ligotés par ces traités européens. C'est un piège puisqu'il y a maintenant 28 États dans l'Union européenne. Il est pratiquement impossible de mettre 28 États d'accord sur tous les sujets. Donc c'est une situation de blocage permanent. Et les traités qui ont été adoptés, qui ne peuvent plus être modifiés désormais puisqu'il faudrait l'unanimité des États, les traités fixent dans tous les domaines quelle doit être la politique. En un mot, l'appartenance à la construction européenne, c'est devenu un dogme, comme un dogme religieux. Par exemple, la Grèce aurait tout intérêt à sortir de l'euro, puisque c'est une catastrophe économique et sociale, mais elle ne le peut pas parce qu'elle fait partie des traités européens. La France aurait intérêt à renouer les relations de confiance et d'amitié traditionnelles avec la Russie qu'elle avait tout au long du XXe siècle et depuis l'alliance franco-russe de 1893, mais elle ne le peut pas parce qu'elle est ligotée par les traités européens. C'est la raison pour laquelle notre mouvement politique propose que la France sorte de l'Union européenne, non pas par nostalgie, non pas par xénophobie, comme certains veulent le faire croire, mais au contraire pour que la France retrouve ses liens avec l'ensemble du monde. Actuellement, à quel point cette politique des sanctions est vraiment négative pour la France? La politique de sanctions est négative à plusieurs égards. La première chose, c'est la dégradation
des relations d'amitié et de confiance traditionnelles entre la Russie et la France. Deuxièmement, parce que les autorités russes ont pris des contre-mesures, des mesures de rétorsion pour ces sanctions, et qui pénalisent notamment beaucoup un certain nombre de nos agriculteurs ou de nos pêcheurs. Et ce qui est triste, c'est que ce sont des agriculteurs français, des pêcheurs, des Français moyens, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont les victimes, en fait, de ces politiques de sanctions à l'égard de la Russie et des contre-mesures prises par le gouvernement russe. Le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, qui est le principal syndicat d'agriculteurs français, a évalué l'année dernière les mesures de rétorsion russes à un coût de 1 milliard d'euros, rien que pour l'année dernière, pour l'agriculture française. Et non seulement ces mesures sont très très néfastes pour les deux côtés, mais en plus elles sont bêtes, puisque l'expérience a montré qu'en général, les mesures de sanctions n'aboutissent pas du tout à l'objectif recherché. Naturellement, la Russie n'a pas envie d'obéir à des sanctions, et la Russie se cabre. Il serait beaucoup mieux d'avoir une politique de la diplomatie, que les gens puissent parler. On est entre personnes civilisées. Et l'avenir des Mistral, quand même, il y a des débats en France autour de cette situation. Alors là aussi, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement français, mais on voit bien qu'il hésite, puisqu'en fait, nous, notre position au parti politique que je représente, c'est que la France doit livrer les Mistral à la Russie, parce que c'est un contrat qui a été passé, qui a été payé. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, donc nous estimons que les navires devraient bien entendu être livrés à la Russie. Le problème, c'est que là encore, ce sont les autorités américaines qui exigent que la France ne livre pas ses Mistral. La question qu'il faudrait savoir, c'est qui dirige en France. Est-ce que c'est les euro-atlantistes, c'est-à-dire Washington et l'Union européenne qui dirigent la France, ou est-ce que c'est le peuple français ? Nous estimons qu'il faut que ce soit le peuple français qui dirige la France. D'ailleurs, je voudrais dire à nos amis russes que d'après les sondages dont nous disposons, il y a une large majorité de Français qui ne comprend pas pourquoi on ne livre pas les Mistral à la Russie. Dans notre pays, le souvenir de l'escadrille Normandie-Niemer est bien gardé. Et nous nous souvenons bien que les Français nous ont aidés à approcher cette victoire. À quel point cette date est importante pour la France, pour les Français, le jour de la victoire? Alors, vous savez que les Français, comme les pays occidentaux, fêtent la victoire de 1945 le 8 mai. Mais c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on a un peu tendance à gommer en France cette victoire pour insister sur le 9 mai qui est présenté comme étant le jour de l'Europe. On dit aux Français, pour qu'il n'y ait plus jamais la guerre, eh bien il faut construire l'Europe. Mais ça c'est de la propagande, parce que quand on construit l'Europe, en fait, on vole la démocratie au peuple d'Europe. Et le pire, le plus grave, c'est que plus on construit l'Europe, plus l'Europe est devenue désormais la satellite des États-Unis et est en train de nous entraîner vers des conflits avec la Russie, avec le monde arabe, dans le cadre d'un concept de choc des civilisations qui est conçu par les États-Unis. Au nom de la construction européenne, la France est désormais obligée de se solidariser de pays comme les pays baltes, comme notamment la Lettonie ou l'Estonie, où l'on commémore les Waffen-SS. Au nom de la construction européenne, la France verse des centaines de millions d'euros à l'Ukraine, alors que l'Ukraine a dans son gouvernement des partisans des mouvements néo-nazis. Nous considérons que c'est scandaleux, et il y a beaucoup de Français qui considèrent que c'est scandaleux. D'après vous, la politique des sanctions, elle peut durer combien de temps? Malheureusement, je ne sais pas comment vous répondre. Ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Je pense de toute façon que c'est une politique erronée qui ne peut mener à rien, ou en tout cas qu'à des choses mauvaises. Y a-t-il des hommes politiques en France actuelle qui pourraient répéter ou faire revenir la politique de Charles de Gaulle? Et vous, en tant que président de votre parti, peut-être vous appartenez au camp de ces hommes politiques. Oui, c'est un peu immodeste de le dire,
Mais je crois que notre mouvement politique s'inscrit dans la droite ligne de la pensée de De Gaulle. Ce n'était pas seulement la politique de De Gaulle, ça a été une politique qui s'est étalée sur des siècles et des siècles. Il y a eu dans l'histoire de France des rois de France et des présidents de la République qui avaient à l'esprit, qui voulaient d'abord et avant tout la souveraineté, l'indépendance de la France et le bonheur des Français. Mais malheureusement, c'est comme dans toutes les histoires des peuples du monde, nous avons eu en France des mauvais rois et des mauvais présidents de la République et qui obéissent plutôt à des puissances étrangères plutôt qu'à l'intérêt du peuple français. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est ce que nous enseigne l'histoire de France, c'est qu'au bout du compte, eh bien, c'est toujours les Français qui ont récupéré leur propre pays. Français, ça veut dire homme libre. Et il y a un proverbe en français qui dit « impossible n'est pas français ». Je suis persuadé que le mouvement politique que je représente, tôt ou tard, finira par l'emporter. Et pour terminer, encore une question. À quel point la coopération entre la France et Sébastopol est-elle possible dans des conditions actuelles? Alors les conditions actuelles sont difficiles justement à cause des sanctions. Pour ce qui nous concerne, moi je ne suis pas le gouvernement français malheureusement, mais nous pouvons essayer à notre niveau de promouvoir des relations et des coopérations au niveau du terrain. Il faut que les citoyens s'emparent de ces sujets. Nous avons dans notre mouvement politique, par exemple, des viticulteurs de très grands vins en Champagne, dans le Bordelais ou en Bourgogne. Nous allons essayer d'organiser une visite de ces viticulteurs en Crimée et une visite des viticulteurs de Crimée en France pour voir comment développer une coopération en matière viticole entre la France et la Crimée et peut-être également comment améliorer la vinification des vins de Crimée. Nous allons aussi essayer de développer des coopérations en matière d'artisanat, par exemple, en matière de cuisine. Certains cuisiniers pourraient aller chez des grands cuisiniers français. Il faut développer aussi les relations des jeunes. J'étais tout à l'heure dans le collège numéro 2 de Sébastopol, qui a une section bilingue français. Nous avons été merveilleusement bien accueillis par plein de jeunes de Sébastopol qui parlent très bien français. Nous allons essayer d'améliorer leur sort, puisqu'actuellement, eh bien, ils ont des difficultés, par exemple pour se rendre en France ou pour avoir des manuels scolaires en français. Pareil pour l'Alliance française qui n'a plus d'argent depuis l'affaire des sanctions. Nous allons essayer de demander aux députés, au gouvernement, etc., de régler ces questions. Beaucoup de mass-médias européens accusent la Russie de diminuer le rôle de la liberté de la parole, d'expression, qu'elle n'existe pas pleinement en Russie. Et en Europe, comment ça se passe? Y a-t-il cette liberté d'expression? C'est une question grave que vous posez. Moi, lorsque j'étais jeune, il y avait en France une très grande liberté d'expression. Mais malheureusement, ça n'est plus vrai. Dans les grands médias, je veux dire, bien entendu, vous allez avoir dans les grands médias des gens qui vont critiquer le président François Hollande, le président Nicolas Sarkozy. Tout le monde va critiquer. Ça, c'est pas un problème de critiquer ça dans les grands médias. En revanche, si vous commencez à dire ce que je dis moi, c'est-à-dire, par exemple, que l'Union européenne est placée sous la tutelle des États-Unis et de l'OTAN. Si vous commencez à dire que, finalement, la situation en Russie n'est pas ce que l'on nous dit, si vous commencez à dire que la Crimée est russe depuis 232 ans et qu'elle n'a jamais été ukrainienne, si vous commencez à dire qu'il n'y a aucune raison pour qu'on reconnaisse le référendum au Sud-Soudan, par exemple, ou l'indépendance du Kosovo alors qu'il n'y a pas eu de référendum, et on ne voit pas si on fait ça, pourquoi on ne reconnaîtrait pas le référendum en Crimée. Tout ça, ce sont des questions taboues, et là, vous n'avez plus accès aux grands médias. Je vais vous dire un petit secret. J'ai créé ce mouvement politique depuis 8 ans en France. Ce mouvement connaît une très forte croissance, mais uniquement grâce à Internet et au bouche à oreille. Mais depuis 8 ans, je n'ai jamais pu obtenir une seule fois une émission comme celle que vous venez de m'accorder pendant cette durée-là sur un média de grande diffusion en France. Jamais une seule fois. C'est fou. Merci d'être venu à notre émission et je vous souhaite du courage et du succès sur votre voie. Спасибо. Пожалуйста.